J'ai cofondé My Little Big Web en 2013 avec Eugénie, mon associée conjointe, et on était pigistes. En fait, au départ, on était indépendants. Le but de cette vidéo, c'est de vous raconter mon histoire, en fait, enfin notre histoire, pour justement ceux qui se posent la question, est-ce que je me lance à mon compte tout seul? Est-ce que j'embauche du monde? Quelle est la taille d'employés idéal entre guillemets, 5 employés, 10, 15, 20, 25, 30. My Little Big Web, on est plus de 30. Donc, je suis passé à travers toutes ces phases-là et je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens justement qui se posent ces questions-là. L'angle que j'ai décidé de prendre sur pour cette vidéo, c'est d'expliquer les avantages et les inconvénients en fait de chaque taille. Donc travailleur autonome, 5 employés ou 5 à 10, je sais plus, 10, 15, 20, 25 et supérieur à 20, 25. Je vais pas aller à plus que 50 parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Les galères que c'est d'être plus que 50 et en fait, j'espère que je saurai jamais parce que ça a l'air tough. Travailleur autonome, les avantages, je dirais clairement la flexibilité. On gère son temps à soi uniquement. Donc ça, je trouve ça assez cool parce que quand on a des employés, en réalité, on gère son temps, mais on gère aussi le leur. Parce que clairement, que vous les payez à faire de la pâte à modeler ou à produire ce que vos entreprises vendent, c'est pareil. Donc clairement, je trouve que ça, c'est un avantage d'être travailleur autonome, de gérer son temps. Quand on est patron d'entreprise, c'est pas vrai qu'on est libre de son planning ou quoi que ce soit. C'est nos employés nous mettent des tâches dans notre calendrier, les clients, les partenaires, etc. On est beaucoup moins libre quand on a sa boîte de, par exemple, 5, 10, 15 personnes que quand on est travailleur autonome, selon moi. On a une flexibilité géographique. Moi, quand j'ai cofondé My Little Big Web, mon truc, c'était d'être un peu travailleur nomade. Ça n'a pas marché du tout, en fait, parce que j'étais sous visa de toute façon et que je pouvais pas quitter le territoire québécois plus que 6 mois si je voulais me demander ma résidence permanente. Et de toute façon, c'était pas forcément évident non plus d'avoir une bonne connexion internet et de travailler dans un cadre de vacances en réalité. Maintenant, pour ceux qui arrivent, je trouve que c'est un avantage quand même de pouvoir travailler d'où on veut. Parce que aujourd'hui, depuis on va dire 2020 ou 2021, il y a de plus en plus d'entreprises qui autorisent le télétravail, mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui demandent à leurs employés de revenir parce que c'est hyper compliqué de contrôler la production quand les gens sont en télétravail. C'est assez compliqué d'avoir une cohésion d'équipe et une ambiance quand on est tous en télétravail. En gros, si on est travailleur autonome, on n'a pas cette contrainte-là, on va dire. Moi, je trouve que c'est un des facteurs les plus intéressants quand on est travailleur autonome. L'autre chose, le planning, il est vite rempli. C'est bête, mais quand j'ai atteint 15, 20, 25 employés, j'ai compris qu'il fallait remplir le planning absolument, car lorsqu'on a un creux, c'est potentiellement 5, 10, 15, 20 000 dollars par mois de manque à gagner. Et moi, personnellement, je suis à 10, 15, 20 000 dollars par mois après. Quand on est travailleur autonome, il n'y a pas vraiment de pression. Le planning est super vite rempli, donc ça aussi, je trouve que c'est cool. Si vous êtes plutôt du genre touche à tout, souvent les entrepreneurs, c'est ça, on est un peu touche à tout. Travailleur autonome, c'est cool parce que tu vas toucher à tout. C'est aussi un des inconvénients, justement. Du coup, travailleur autonome, c'est cool parce que on touche à tout. Mais on peut aussi potentiellement être spécialisé en rien. Nous, par exemple, en web, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'embaucher rapidement, c'est parce qu'entre la comptabilité, les ventes, la production à la base de ce qu'on vend aux clients, la réflexion stratégique du développement de l'entreprise, en fait, on s'est rendu compte qu'on produisait à peu près 30%. Sur l'ensemble des heures qu'on avait à disposition, on vendait 30% de notre temps. C'est compliqué. C'est compliqué ensuite de se payer des bons collaborateurs parce que la comptabilité, par exemple, au début, on peut la faire nous-mêmes. Ça prend vachement de temps et c'est assez chiant. Donc après, on se paye un comptable. Et le comptable, il peut vite prendre 50, 60 dollars de l'heure. Faut les sortir. Rapidement, on commence à entendre parler d'assurance. Pourquoi? Parce que dans le web, il peut y avoir des problématiques X, Y, Z et même si c'est digital, on a besoin d'assurance. Et en fait, tu te retrouves avec plein de charges fixes et tu te rends compte que tu vas vraiment devoir vendre tes services assez cher. Le problème, c'est que tu te lances. C'est compliqué d'afficher un tarif horaire à 100, 150 dollars de l'heure. Donc, tu vas vite te retrouver dans une espèce d'étau, entre guillemets, parce que tu as besoin d'outils pour fonctionner, tu as besoin de te mettre en place, mais t'as pas assez de temps pour payer tous ces outils. Et il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui du coup restent un peu cheap parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont aller chercher les outils gratuits de ci, les outils gratuits de ça, mais
Rapidement, ils se font un peu dépasser par des équipes qui sont, c'est ça, 2, 3, 4, 5, qui peuvent ventiler un petit peu ces charges-là. Je parle d'outils marketing ou outils de vente, mais je parle aussi de marketing en tant que tel, parce que même quand on est travailleur autonome, il faut faire son marketing. Malgré tout. C'est-à-dire, il faut vous faire connaître un minimum et ça prend du budget. Moi, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, qui sont travailleurs autonomes et qui me disent « Ouais, non, mais moi, j'ai pas un gros besoin. Je suis juste tout seul. J'ai pas besoin d'avoir 150 000 commandes par jour. » Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que j'aurais pas été capable de toute façon de te fournir autant. Mais en fait, Google s'en fiche. À partir du moment où t'es premier, t'es premier, le lot. Donc au pire, réponds pas au téléphone. Ouais, mais ok, du coup, peut-être faire de la publicité en ligne. Ouais, mais ça change rien à nos frais d'agence. C'est-à-dire que nous, on charge pas en fonction de ce que tu dépenses. C'est pas au pourcentage de ce que tu dépenses. C'est en fonction du temps que tu nous prends. Et une mise en place. Finalement, que tu aies besoin de 10 leads ou que tu aies besoin de 3 leads par semaine, ça change pas grand-chose. Ça va pas être full rentable pour toi, on va dire, de passer par une agence, mais ça va pas être full rentable pour toi non plus de le faire toi-même parce qu'à mon avis, tu connais rien vu les questions que tu me poses. Et il y a pas de jugement là-dessus. Du coup, je fais comment? Du coup, tu fais comment? Je vais essayer de trouver la réponse dans mes vidéos. Du coup, tu fais comment? Tu sors du budget, c'est clair. Je veux dire, à partir du moment où tu es travailleur autonome et que tu veux recevoir des leads, t'as pas le choix. Soit tu es vendeur, soit tu fais ton relationnel, soit tu fais ton marketing. Dans tous les cas, tout ça, ça prend du temps. C'est quoi ton tarif horaire? Parce que ça aussi, c'est important. Souvent, les travailleurs autonomes, ils considèrent que leur temps, il est gratuit. C'est pas vrai. Si tu devais déléguer cette tâche, ça te coûterait combien? Ou toi-même, pendant que tu fais ça, t'es pas en train de vendre ton temps à, mettons, 50 ou 100 $ de l'heure. Donc, fais gaffe, parce que si ça te prend 15 heures par mois de gérer, je sais pas moi, tes réseaux sociaux, et que quand tu vends ton temps, t'es à 100 $ de l'heure, tu les as, tes 1500 $ en réalité à injecter dans une stratégie de réseaux sociaux. Sachant que si tu contactes une agence et que tu mets 1500 par mois, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats que si tu le fais tout seul. Donc en gros, je veux juste expliquer que quand on est travailleur autonome, souvent on court après l'argent et le temps, mais en fait vous avez ce temps et cet argent, mais il faut que vous arriviez à faire ce passage entre guillemets pour comprendre que non, c'est pas rentable de vous occuper de tout. Mais au départ, vous allez frapper ce mur-là. Et je trouve que c'est un inconvénient parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui franchissent jamais cette étape. Il y a deux autres inconvénients selon moi quand on est travailleur autonome. Le premier, et ça c'est ce qui me faisait le plus peur quand j'étais travailleur autonome, c'était quand je partais en vacances. En fait, je changeais juste de lieu de travail. Je partais pas en vacances. Parce que quand le téléphone sonnait, mais j'avais personne pour répondre à ma place. Je me disais déjà, je vais perdre combien d'argent à pas répondre au téléphone ou à pas répondre à ce client. Et du coup, j'ai jamais vraiment pris de vacances avant d'avoir au moins 10-15 employés. Facile. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que quand on est travailleur autonome, on ne peut pas avoir 50 clients. Ça dépend, encore une fois, de votre modèle d'affaires, parce que si vous êtes sur du ponctuel, vous changez de client tout le temps, donc dans ce cas-là, en fait, vous avez jamais 50 clients en même temps. Puis si vous êtes sur du récurrent, comme je sais pas quel service, même chose, vous pouvez pas avoir 50 clients en même temps. Donc là aussi, il faut que vous fassiez attention, parce que si vous êtes sur un principe de récurrence, comme par exemple, vous vendez vos services comme dans le marketing web par exemple, vous allez très rapidement avoir finalement 2 ou 3 clients seulement. Et ceux-là, quand ils s'enrhument, c'est vous qui toussez. Ça veut dire que si Chantal, elle est mal lunée et qu'elle décide de vous virer parce qu'en fait, optimisation de la stratégie interne, en gros, on vire tout le monde et puis on remplace, vous faites partie de tout le monde. Donc, ça peut foutre les boules de se retrouver avec 40% de chiffre d'affaires en moins sur un simple courriel. Merci, bonjour Guillaume, merci beaucoup pour tes services. On t'adore, mais compte tenu de l'orientation stratégique de l'entreprise vis-à-vis de... en gros, on te vire. Bisous. Et ça arrive souvent. Et ça peut faire très mal. Surtout quand tu es en vacances et que tu reçois ce courriel-là. Ça m'est arrivé. Je t'en veux. C'est à prendre en considération si vous décidez de vous lancer à votre compte. C'est les montagnes russes. Au début, c'est méga trippant. Mais très rapidement, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de charges. Il y a quand même une certaine pression. Donc cette espèce de liberté, elle est temporaire. Selon moi. Ce qui m'amène au point numéro 2. Avoir une équipe, on va dire, de 5 à 10 personnes. Alors ça remonte à 2016, la dernière fois qu'on était 5 ou 10, ou peut-être même 2015. Donc là, ce qui est cool, c'est la petite vie de bureau. Moi, en tout cas, j'aime bien aller au bureau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté les locaux de My Little Big Web, parce que je suis pas du tout dans un mode télétravail à 100%, remote, etc. Moi, j'aime bien venir au bureau et voir la vie de bureau. Donc ça, c'est cool. Parce que quand on est travailleur autonome, on est quand même assez seul. On peut aller dans des WeWork ou quoi que ce soit. C'est de plus en plus développé. À l'époque, quand j'ai cofondé My Little Big Web, il y en avait, mais moins. Aujourd'hui, un peu plus. Mais n'empêche que
Il y a un aspect un peu familial, je trouve, quand on est à 5 à 10. Je trouve ça assez cool. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. On peut commencer à déléguer certaines tâches. Et ça, c'est cool. Parce que mine de rien, comme je l'ai dit, quand on est travailleur autonome, on est quand même assez couteau suisse. Si tu as besoin de nouveautés, au bout d'un moment, tu auras envie de déléguer des tâches que tu as déjà faites, que tu connais, que tu maîtrises et que tu n'as plus envie de faire. Par exemple, je sais pas, la vente, par exemple, ou les préqualifications de besoins, les premières visites, si jamais tu te rends chez tes clients. Le fait de déléguer ça, ça allège et ça, quand même, c'est cool. Pareil, on parle encore des vacances, mais quand tu es en vacances ou tu es malade ou bref, peu importe, il y a une équipe pour te backer, pour répondre au téléphone et franchement, ça fait baisser, je trouve, la charge mentale. Ça va aussi permettre d'aller chercher des clients un peu plus gros. Parce que il y a des mandats qui sont pas rassurés. Le fait que vous soyez seul, que ce soit un gars dans la construction qui est entrepreneur général, enfin pas entrepreneur général parce que du coup le mec il est seul, mais homme à tout faire par exemple, ben c'est pas pareil que le gars s'il a une équipe de 4-5 personnes. En tout cas, ça va vous donner accès à des projets un peu plus gros qui rassureront le client parce que le client verra que vous avez des backups, que vous avez différentes expertises à l'interne et donc c'est cool parce que ça vous permet de monter en gamme, on va dire à ce niveau-là. On peut, comme je l'ai expliqué, commencer un transfert de connaissances et de responsabilité. Là, ça veut dire qu'on commence déjà un peu à développer sa boîte. Assez excitant, je trouve, parce que commencer à déléguer et commencer à former, voir que ça commence à prendre forme et tout, c'est un accomplissement, je trouve. Pour ceux, en tout cas, qui ont un peu d'ambition, qui veulent, voilà, solidifier leur entreprise pour qu'elle dépende pas que d'eux. Clairement, oui, c'est 5 à 10 personnes, on commence déjà à le mettre en place et ça, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, moi, honnêtement, je refais un peu le passé parce que je suis en train de me dire « Ah, c'était cool quand on était 5 à 10 ». Mais il y avait quand même des inconvénients, notamment la répartition de la charge de production. Par exemple, moi, j'étais aux ventes, donc je produis pas, je vends. On a par exemple Eugénie qui était à la base, elle dirigeait un pôle qui était le pôle publicité en ligne et elle produisait un peu. Et en fait, au fur et à mesure qu'on s'est mis à croître, elle avait moins le temps de produire parce qu'elle devait faire du RH, elle devait faire un peu de compta, elle devait faire un peu de tout et donc elle produisait moins. Donc on avait déjà 2 personnes qui produisaient pas. On avait une gestionnaire de projet pour justement faire les appels de démarrage avec les clients, enfin bref, toute la gestion. Donc 3 personnes. Mettons on est 10, ce qui est déjà, parce que je dis entre 5 et 10, mettons on est 10, ça fait déjà 30% qui produit pas. C'est beaucoup. En réalité, dans les charges, surtout que les salaires des dirigeants, c'est pas forcément le cas au début, mais assez rapidement, c'est les plus gros salaires. Donc ça vient pomper dans les caisses de l'entreprise et il faut justement que les autres, les 7 autres, il faut qu'ils produisent suffisamment pour leur salaire, pour l'ensemble des charges que vous avez, que ce soit ordinateur, licence, marketing, vente, l'équipe de ménage, parce que c'est con, mais ça prend une équipe de ménage, pour justement payer tout ça. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans le côté commercial, on fait un peu moins de cadeaux aux clients parce qu'on se dit, sinon c'est pas rentable. On parle de rentabilité justement, et ça c'est des termes que moi j'utilisais pas trop au moment où on était travailleur autonome ou même 3-4 employés. En réalité, on arrivait assez facilement à remplir le planning, on vendait nos heures, on arrivait à produire. C'était quasiment même la belle époque. La chose, c'est que vos employés, ils veulent être augmentés. L'augmentation de salaire ne va pas forcément de pair avec l'augmentation de vos prix. C'est comme ça. On prend par exemple, à un moment où je fais cette vidéo, on est en 2022 et il y a une forte inflation. Admettons, il y a une inflation officielle de 10%, alors qu'en réalité, on sait tous qu'elle est à 15-20. Moi, je vais augmenter mes salaires, mais eux, ils n'ont pas forcément augmenté en compétences, donc je vais essayer d'augmenter un peu mes prix. Mais bon, vous comprenez l'idée. Eux, ils veulent progresser au niveau de leur salaire. Vous avez une petite pression qui commence à s'installer à ce niveau-là, pression que vous n'aviez pas avant. En réalité. Puis même vous, vous allez vouloir être augmenté, c'est normal. Donc là, on a une petite pression commerciale qui commence à rentrer en jeu et donc vous n'allez plus aller chercher les mêmes contrats. Il y a des contrats cool que vous pourriez plus prendre aujourd'hui. Donc vous allez aussi devoir expliquer à certains clients que vous pouvez plus les avoir comme clients parce qu'ils sont trop petits. Et moi, ça m'a un peu fait chier en fait parce que c'était des gens que j'allais chercher plus pour le côté humain, mais ils me coûtaient trop cher, donc ils ont quitté l'agence pour aller vers une entreprise moins chère. Et d'un autre côté, moi, si tu me choisis pour le prix, j'ai pas trop envie de te garder, en réalité. Donc, même si t'es sympa, garde. Si t'as pas su développer ton entreprise suffisamment pour me suivre, on va dire, dans mon évolution, écoute, tant pis, au final, c'est pas très grave. Arrive le moment du cheveu sur la soupe, c'est-à-dire, on s'abonne à la chaîne YouTube, on like, on partage, on active la cloche. J'active jamais la cloche, moi, en tant que consommateur de YouTube. Et je suis en train de dire aux gens de le faire.
Je me sens mal. Pourquoi je vous demande tout le temps de liker la vidéo ou d'activer la cloche ou de commenter? En gros, c'est simple. Ça permet à l'algorithme de voir que la vidéo, elle plaît, mais surtout, ça lui permet de mieux vous connaître. Ça lui permet de vous proposer des vidéos, on va dire, qui sont plus intéressantes pour vous, parce que les gens disent ouais moi je like pas, je commente pas, mais c'est con en fait, parce que en faisant ça tu montres aux créateurs de contenu que cette vidéo-là, cette thématique-là, elle t'a plu. Moi, je fais différentes listes de lecture. Je vais parler de conception web, publicité, réseaux sociaux, entrepreneuriat, etc. Si je vois que ce sont mes vidéos entrepreneuriat qui ont le plus de likes, qui ont le plus de succès, bah, je vais vous en faire plus. C'est logique. Mais si vous m'envoyez pas de feedback, en likant, en commentant ou quoi que ce soit, bah, je saurais pas trop quel contenu vous plaît. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à regarder nos vidéos. Donc, c'est qu'elles vous plaisent. Aidez-moi à comprendre lesquelles vous plaisent. Voilà, merci beaucoup. Encore un inconvénient de 5 à 10 personnes, décidément. Un des inconvénients, en fait, c'est, mettons, on est 10. Mais si on est 5, c'est encore pire. Tu as un employé qui part, c'est 10% de ta masse salariale qui se casse. Imagine si t'es 5, c'est 20% de ta masse salariale qui se casse. Et moi, c'est ce qui a fait, en fait, que j'ai décidé de grossir parce que ça m'est arrivé. En fait, j'avais, une designer web. Donc, on faisait des projets de création de site web. Puis un projet de création de site web, ça se fait pas en un mois. Ça prend 2, 3, 4 mois. Et donc, on fait les maquettes, etc. Des fois, le client, il met le projet sur pause pour X, Y raison. Et là, elle se casse. Et là, je suis comme un con. Parce que j'ai des projets en cours. Les clients ont fait des dépôts. Moi, ces dépôts-là ont servi à payer des salaires. Et elle part. Gros stress. Parce que tu dois recruter en urgence quelqu'un que t'as pas vraiment le temps de bien former, de bien encadrer. Il y a des process que la personne, elle doit apprendre rapidement. C'est chaud. Ou alors, tu t'orientes vers le marché des pigistes, mais eux, ils t'assassinent complètement parce que le tarif horaire qu'ils vont te demander, correspond quasiment au tarif horaire que toi, tu as vendu au client. Donc là, finalement, bah, c'est à toi de voir, mais tu feras pas d'argent. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu aggraves les boules. Donc, il faut le savoir. Moins on est nombreux, plus chacun est important. Et personnellement, j'avais vraiment l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais si lui il part et qu'est-ce que je fais si machin il est en vacances ou machin part en congé paternité. Donc je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet parce que c'est le genre de truc auquel on veut pas penser quand on se lance, quand on commence à avoir la petite équipe. Mais moi je pense que vous devriez faire ça surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre parce que encore à l'époque où on était 5 ou 10, franchement, c'était pas si compliqué finalement de trouver quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ce serait déjà plus compliqué. Donc, ouais, pensez-y. Moi, quand on était, à peu près une dizaine, 10-15, encore une fois, j'étais hyper content. Déjà parce que je m'attendais pas à avoir autant de personnes qui me fassent confiance pour travailler avec moi. C'est pas que j'avais pas d'ambition, ça fait le gars qui a zéro ambition, mais une agence web, tu peux rester 10 ou 15 et aller chercher des gros comptes, faire plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc, on n'est pas dans un modèle de plus j'ai d'employés, plus ma boîte elle cartonne. Moi, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas le nombre d'employés, c'est la marge que tu fais. Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. C'est combien tu as dans les poches et est-ce que tu es content, Est-ce que tu es content, ils sont clients, en gros, pour faire clair. Est-ce que tes clients, ils sont contents de tes services? Et quand on était 10-15, encore une fois, moi, j'aimais vraiment ça. Et ce qui m'a poussé à grossir, c'est l'ego. Parce que je regardais ce que faisaient mes concurrents, je voyais qu'ils grossissaient et ça me faisait chier. Parce que je me disais, attends, mais lui, il est arrivé un an après nous, ils sont déjà rendus 20, nous on est 15, qu'est-ce qu'on fout? Bon, après, j'étais pas à l'interne non plus. Donc, quand j'apprends qu'ils ont perdu 5 personnes ou 10 personnes et que finalement, c'est un peu les montagnes russes, là, tu te dis, ah, ok. Et en fait, c'est souvent ça. Je parle de ça parce que rapidement, quand on a cette taille, 10-15, c'est un peu une taille intermédiaire souvent. Et on me l'avait dit d'ailleurs. J'avais un des consultants avec lesquels on travaille souvent, parce qu'il nous réfère des contrats, André, si tu regardes cette vidéo, m'avait dit, parce que lui, il venait d'une entreprise précédemment de à peu près 50 employés, il m'a dit, bah nous, quand on a été 10-15, on a su que soit on allait rester ou réduire un peu, soit on allait passer à 20, 25, 30, 40, etc. Moi, je fais, ah bon, mais il se passe quoi? 10, 15, il fait, bah, t'es pas assez nombreux pour payer toutes tes charges, tous tes trucs pour aller chercher de nouveaux marchés, etc. Puis en même temps, t'es un peu trop nombreux pour être considéré comme une petite agence, on va dire. Donc, les clients qui veulent une petite agence vont pas t'appeler. Puis ceux qui sont un peu gros, bah, t'es pas assez gros, toi. Enfin bref, c'est une taille un peu bâtarde. Et encore une fois, tu regardes tes concurrents et surtout tu vas regarder ceux qui grossissent et ça te fout les boules parce que tu as l'impression qu'il y a un truc que tu loupes le train. Et moi, j'avais pas envie. Donc c'est là où je me suis mis à grossir et ça m'amène du coup à mon dernier point.
quand on est 20, 25, 30, 35 ou plus. Voici ce qui se passe. Quand on est 20, 25, 30, 35, ça veut dire que globalement ça roule. Ça veut dire qu'on commence à avoir quand même pas mal de budget pour le marketing, notamment moi par exemple, je me suis payé un Mathieu qui fait des vidéos. Et ça, c'est cool parce que mine de rien, ce mec, je passe beaucoup de temps avec lui à réfléchir à différentes vidéos YouTube, TikTok, les vidéos internes. Et ça, c'est un truc que je suis hyper fier de pouvoir me payer, entre guillemets, parce que c'est un vrai luxe. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui font des vidéos ou alors elles sont un peu, on va dire, amateurs. Moi, personnellement, c'est venu me donner un petit coup de frais dans mon quotidien. Merci Mathieu, merci. Oh, Mathieu, il est là genre, oh, t'es trop mignon. Non mais c'est cool d'avoir de pouvoir se permettre justement de faire des vidéos YouTube. Moi personnellement, c'est un petit peu c'est jamais vraiment un travail. Poser devant la caméra, discuter, parler avec Mathieu des différents scripts et tout, c'est quand même cool d'avoir ces moyens-là. Mais évidemment, j'ai aussi les moyens maintenant d'avoir une vraie stratégie de référencement naturel, de réseaux sociaux, de publicité en ligne. Je dépense beaucoup en publicité en ligne, en marketing web. En même temps, je suis dans ce domaine, donc j'ai pas le choix. Mais si demain je vendais du dentifrice, c'est pareil, je mettrais la sauce en marketing. Quand on est 20, 25, 30 et quelques, on a ce budget-là. Quand un de mes collègues employés me dit j'aimerais bien tester un nouvel outil, je l'écoute que d'une oreille, je suis déjà dans ma tête, ok c'est bon, vas-y teste-le. J'ai pas les moyens de pas tester les outils, il faut que je sois au courant des dernières nouveautés et ça, ouais, c'est vraiment un avantage parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin, on va dire, dans votre marché en fait, pour pénétrer vraiment votre marché. Quand on atteint cette taille-là, ça débloque quand même pas mal de choses. Par contre, un inconvénient, c'est que si l'entreprise, elle est mal gérée, ça veut dire par exemple que, mettons un des trucs que je vois le plus souvent qui fait que les entreprises écoulent en fait ou que tout simplement elles réduisent leur taille, c'est le patron qui a commencé à proposer des salaires hyper élevés. C'est-à-dire que quand on est en période de pénurie de main-d'œuvre, comme en pénurie de ce qu'on veut, les prix augmentent. C'est logique. Le problème, c'est que les salaires, on peut les augmenter, mais on peut pas les réduire. Pour réduire un salaire, il faut que la personne change de poste ou il faut qu'elle passe à mi-temps, qu'elle fasse moins d'heures. Je peux pas, si la personne n'a rien changé dans son poste, baisser son salaire. Donc, quand vous embauchez quelqu'un, quand vous l'augmentez, il faut faire super gaffe. Parce que si l'année, elle a été bonne, ça veut pas dire que l'année prochaine, elle va être bonne l'année. Et au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver un peu pris à la gorge. Donc, si la gestion de votre entreprise, au niveau notamment des salaires, au niveau des fournisseurs, que ce soit Internet, l'assurance, peu importe, la comptabilité, c'est globalement, vous vous faites un peu bouffer de partout, vous n'allez pas avoir cette flexibilité-là et je pense même que vous n'allez pas aimer croître. Vous n'allez pas aimer avoir plus d'employés parce que ça signifiera plus de problèmes, plus de plaintes. Et là, il va commencer à y avoir en plus une pression commerciale que les employés vont ressentir et en gros, va y avoir plutôt une mauvaise ambiance. Et si en plus, il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, franchement, c'est méga lourd. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à croître comme ça, sans que ce soit des croissances à 100 employés, ont vécu ça. Cet aspect, cette lourdeur un petit peu qui peut peser. C'est méga important de vous structurer. Et si vous êtes déjà bien structuré, structurez-vous encore plus parce qu'encore une fois, quand l'entreprise elle fonctionne à pleine capacité, vous faites full cash, fait que c'est cool. Par contre, s'il y a des creux, vous perdez full cash aussi. Donc, c'est un bateau qui est plus gros, donc c'est plus compliqué de manœuvrer, on va dire. Ça aussi, selon moi, c'est un des inconvénients. C'est que moi, avant, je disais, sur le site de My Little Big Web, je voudrais qu'on rajoute tel truc. Et là, je dois demander l'autorisation. Mais ça reste moi le boss, quand même, à la base. Ouais, mais non, en fait, mon gars, t'es pas le boss. T'es le capitaine du bateau si tu veux, c'est toi qui gouverne le truc, mais t'es pas le boss. C'est-à-dire que j'ai une équipe, et si je fais n'importe quoi, mon équipe, elle va me le dire. Et si elle me le dit pas, à un moment, ils vont se dire, mais il est nul, en fait, le gars. Il y a plein de trucs que je veux mettre en place. Je trouve que tout prend 1000 ans. C'est hallucinant. Je demande des trucs pour moi qui prennent 10 minutes, et on me dit, ouais, ce sera prêt dans 2 semaines. Je fais, mais attends, mais 2 semaines? Mais putain, mais ça prend 3 secondes. Ouais, sauf que j'ai 2 millions de trucs qui prennent 3 secondes. Fait que fais le calcul. Ça fait 2 semaines. Je reste le patron quand même. Ouais. Attends 2 semaines, patron. Ça a été difficile pour moi à gérer. Donc, je vous le dis, voilà, prévoyez justement ça. C'est plus aussi flexible, on va dire, qu'avant quand on est au temps. L'autre avantage, si l'entreprise elle est bien gérée, eh bien, normalement, elle peut se passer de vous, du moins temporairement. Et ça commence, c'est cool. Moi, j'ai eu 2 enfants, 2 fils en 2 ans. Le deuxième était désiré, mais pas prévu aussitôt. Voilà, je dis ça au cas où il regarde ma vidéo un jour. Le fait de pouvoir déléguer, d'appeler mes gars et de sentir que, en gros, ils gèrent, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais il faut que la boîte elle soit bien gérée. Il faut que vous ayez vraiment des piliers sur lesquels vous appuyez.
parce que sans eux, la boîte, elle se casse la gueule. Donc c'est très important de bien comprendre ça et c'est très important de prendre soin de ces gens-là, de prendre le temps de remercier ces gens-là, de les payer comme il faut. Bref, en gros, vous bossez autant pour eux qu'ils bossent pour vous. Je vous le dis, quand on arrive à atteindre cette taille-là, on enlève de l'ego, on met de la gratitude et on se rend compte que c'est grâce à eux et c'est grâce à vous que vous en êtes là. Donc, vous revenez un peu à l'aspect un peu familial, en fait, qu'on trouvait avant, parce que vous avez toujours, en fait, dans une entreprise, même si vous êtes 40, même si vous êtes 50, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un noyau, en fait, qui est quand même là, en fait. Il est pas très compliqué à identifier. C'est les gens qui, déjà, ils se plaignent pas pour rien et ils vont pas hésiter à prêter main forte en besoin sortir de leur tâche, on va dire, dédiée pour aller aider les copains ou faire avancer le projet. Et ça, c'est cool. On retrouve, en fait, ce noyau-là, très important. Identifier ce noyau-là, protégez-le. Récompensez-le, c'est mon conseil en tout cas. Quand on commence à être 20, 25, 30, 35 plus, il va y avoir quelque chose qui fait mal au départ, c'est le turnover. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont pas rester. Il y en a, ils vont faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des gens, ils seront là depuis 5 ans, 6 ans et ils vont partir. Alors, est-ce qu'ils partent pour aller à la concurrence? Est-ce qu'ils partent pour faire autre chose? Les conditions du départ et la destination, on va dire, impactent beaucoup le moral, mais ça fait toujours un peu chier quand un employé est là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui quitte. C'est un peu une page qui se tourne. Après, c'est comme ça. Ils vous ont pas juré fidélité. Mine de rien, c'est pas leur entreprise. Il y en a quand même qui vont rester hyper longtemps, mais il y a un turnover. Il faut apprendre à gérer ce turnover parce que à chaque fois qu'un employé quitte, ça met une ambiance quand même. Et des fois, tu peux en avoir 2, 3 qui quittent en même temps. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il y a le feu dans la bâtisse? Ben non, c'est juste une vague de départ. On en a connu d'ailleurs pendant la pandémie. C'est pas facile. Moralement, c'est pas facile parce que c'est un peu comme se faire larguer. Moi, la première fois que j'ai perdu un employé qui a démissionné, franchement, je l'ai hyper mal vécu, quoi. Je me suis dit, mais merde, en fait, je suis nul. Bon, au fur et à mesure, j'ai appris à me faire une raison et à me dire, bah, c'est comme ça, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, mais préparez-vous à ça parce que vous allez devoir gérer ce turnover. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont dire qu'ils adhèrent aux valeurs de votre entreprise, c'est super, mais oubliez pas qu'ils sont là pour passer un entretien et on est en mode séduction et une fois arrivé à l'interne, bien implanté, bah, c'est comme ça, les masques qui tombent et même vous allez peut-être à un moment vous dire mais lui, je l'aime pas, en fait. Oui, c'est comme ça. C'est possible qu'il y ait des employés que vous n'aimiez pas. Mais par contre, s'ils font le travail, eh ben, on va le garder quand même. Vous pouvez même commencer à ressentir une forme d'exclusion. Moi, je l'ai vécu, Eugénie et moi, en fait, on l'a vécu, c'est-à-dire que les employés, bah, ont pas forcément envie d'aller en soirée avec vous, parce que finalement, quand on est en soirée, on fait quoi? On parle des petits potins. On parle de son travail, surtout si tu es en soirée avec tes collègues. Mais quand toi, tu es le boss et que tu es là et que tu écoutes les trucs, tu apprends plein de choses. D'ailleurs, il y a même des trucs que tu aurais préféré pas savoir. Et eux, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être trop parlé. Finalement, tu es allé en soirée pour montrer ton côté accessible. Et je dis pas qu'il faut pas y aller. Mais il n'empêche que moi, par exemple, quand je fais tous les mois, au minimum, on fait une activité 5 à 7, eh bien, une fois que l'activité elle est finie, ou mettons si je dois aller dans un bar, eh ben volontairement, au bout de 30-40 minutes, je pars. Même si j'ai rien d'autre à faire. Hein. Parce que je sais qu'à un moment, il est temps pour moi de partir. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai organisé l'activité, j'ai participé à l'activité, je suis allé un petit peu plus loin, mais personne a envie de se retrouver à manger devant son boss. En fait, c'est soit tu fais des repas one-one, on va dire, puis là, vous discutez de tout et de rien, machin, mais si tu es en soirée avec tout ton petit monde, ben, personne n'a envie d'être en face du boss. Donc ça peut être méga frustrant parce qu'on se dit, mais je suis pas le boss, là. Ben si, mec, t'es le boss. Ou t'es la boss, t'es la présidente. Tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont pas à l'aise en ta présence, pas à cause de ta personnalité, mais pour ce que tu représentes et le pouvoir que tu as sur eux. Donc, il faut le savoir. Il y a une forme d'exclusion quelque part à ce niveau-là et je vous conseille, en fait, si ça arrive, de l'assumer. Parce que c'est comme ça. Vous avez choisi de monter votre entreprise, vous avez choisi de la faire grossir. Bah, c'est comme ça. Vous devenez un peu moins accessible ou on vous rend un peu moins accessible. Assumez-le. Ça va beaucoup vous aider dans votre gestion du quotidien.
J'espère que ce partage d'expérience va aider certains entrepreneurs ou certains pigistes qui se posent justement des questions. Je trouve ça assez cool de pouvoir expliquer en fait que moi aussi je suis passé par là, parce que souvent on a tous les mêmes problématiques, mais en fait en tant qu'entrepreneur on est assez seul. En réalité, qu'on soit pigiste ou peu importe, on est assez seul et c'est cool de pouvoir se rendre compte qu'on a tous un peu les mêmes défis. Je ferai d'autres vidéos en rapport avec la pénurie de main d'œuvre, enfin le recrutement, le branding employeur, de partage d'expérience en fait, parce que j'ai pas mal de trucs à raconter. Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois, likez-la, ça montrera que c'est un format qui vous plaît. Merci.